Se plonger dans la vie d'Alexandre le Grand racontée par le néoplatonicien Plutarque, c'est d'abord, dès les premières pages, dès la petite enfance du héros, avoir la certitude que l'on est face à un véritable génie militaire. Et puis peu à peu, et le talent tumultueux de Plutarque n'y est pas pour rien, s'impose avec force le sentiment qu'Alexandre le Grand est au-delà du personnage historique, le héros le plus romantique qui ait été offert à l'imaginaire humain. L'éducation d'abord. Alexandre III de Macédoine eut pour maître principal Aristote, qui lui transmit sa passion pour Homère, lui enseigna la politique et lui conseilla de cultiver son corps, autant que son esprit. C'est ainsi qu'Alexandre, encore adolescent, put dompter le fougueux Bucéphale, qui l'accompagna de Grèce jusqu'en Inde et mourut de ses blessures après la bataille de l'Hydaspe. Dès l'âge de 16 ans, il montre ses capacités de gouvernance en remplaçant son père Philippe, parti assiéger Byzance. 2 ans plus tard, sa charge de cavalerie sur les Thébains donne la victoire aux Macédoniens dans la bataille de Chéronée. « Mon fils, lui dit alors Philippe, cherche-toi un autre royaume, car celui que je te laisse est trop petit pour toi. » Alexandre le Grand a 20 ans quand il hérite du trône et prouve sa science politique en imposant aux Grecs le renouvellement de l'alliance d'une part, sa propre désignation comme généralissime d'autre part. Profitant de ce qu'il est parti sécuriser les frontières septentrionales de son royaume, la Grèce se soulève, mais la réponse d'Alexandre est foudroyante, autant que pertinente. Il détruit Thèbes mais épargne Athènes, qui s'empresse de se soumettre. La paix ainsi installée, Alexandre traverse l'Hellespont, aujourd'hui détroit des Dardanelles, et passe en Asie accompagné de 30 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Alors commence la plus extraordinaire aventure de tous les temps, qui va durer 10 ans. Attention, Alexandre n'est pas seul, loin s'en faut, mais il exerce sur ses généraux et ses soldats un ascendant qu'on ne reverra pas en Europe avant Napoléon. Malgré leur énorme supériorité numérique, les Perses sont balayés au granit. Avançant à marche forcée, Alexandre leur coupe l'accès à leur base maritime avancée, prenant ainsi un avantage décisif. Il tranche le nœud gordien à Gordion, puis s'enfonce en Perse intérieure, tombe malade à Tarse, se rétablit grâce aux bons soins de son médecin Philippe, apprend que Darius essaye de le contourner et l'écrase dans la plaine d'Issos. Darius ayant pris la fuite, Alexandre consolide sa légende chevaleresque en épargnant la famille du grand roi. Il marche alors vers le sud, en longeant les côtes, occupe la Syrie, la Phénicie que l'on peut assimiler au Liban actuel et s'empare de Tyr après un siège de 7 mois. Puis il pénètre en Égypte, prouvant une fois de plus sa formidable intelligence, car il va témoigner de la plus vive piété aux divinités égyptiennes, ce qui va donner à son périple une sorte de caractère sacré et faciliter la fondation d'Alexandrie, première du nom. Pourtant Alexandre ne s'attarde pas, écrase une nouvelle fois Darius à Gaugamel ou Arbel, le poursuit dans les montagnes iraniennes avant de le retrouver agonisant. Il met alors à mort l'assassin de Darius et offre à celui-ci des funérailles solennelles, entretenant un peu plus sa propre légende. Hérat, Kandahar, Samarcande, vous connaissez ces noms. Ils ont remplacé ceux des anciennes colonies baptisées Alexandrie, qui avaient salué l'osmose grandissante entre l'envahisseur et l'Asie, sa conquête. Car peu à peu, Alexandre se laisse envahir par l'Asie, adoptant les coutumes et les vêtements de ses nouveaux sujets. Bientôt il descend la vallée de Kaboul, traverse l'Indus, ne fait qu'effleurer l'Inde et rentre à Babylone, désireux d'organiser son empire et de traiter d'un même pied Asiates et Grecs. Mal lui en prend sans doute, car à l'issue d'un banquet il est pris d'une fièvre étrange, meurt 10 jours plus tard à moins de 33 ans, laissant un empire qui se démembrera rapidement.